à toutes et à tous. Nous allons vous présenter notre projet de machine learning qui porte sur la classification des tweets scientifiques. Ce projet comporte 3 tâches principales de classification avec bien sûr une difficulté croissante. Pour la première tâche, nous allons classifier les tweets en sciences ou non sciences. Pour la deuxième tâche, nous allons nous concentrer sur les tweets qui sont scientifiques pour classer les 2 classes claim, ref et contexte. Et pour la troisième tâche, nous allons aussi nous concentrer sur les tweets scientifiques, mais maintenant on va classifier les 3 classes claim, ref et contexte séparément. Nous avons une démarche qui est bien sûr itérative, donc d'abord on va essayer de comprendre les données et après ça on va expérimenter plusieurs modèles et pour finir on va affiner les résultats via des pré-traitements et bien sûr la gestion du déséquilibre. Il est très important d'analyser bien nos données. Et ces données-là, ils ont été collectées par X, du co-tuteur. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que cette phase d'exploration a été vraiment essentielle, car on s'est rapidement rendu compte de plusieurs enjeux. Déjà de 1, on a une grande hétérogénéité de tweets, donc avec des liens, des mentions, des URL et des emojis. Aussi, on a un fort déséquilibre de classe, comme vous pouvez voir ici. On a un déséquilibre entre les tweets scientifiques et non scientifiques, et nous allons voir après comment on s'est débrouillé pour répondre à cette problématique. Et finalement, même au sein des tweets scientifiques, on dirait que les classes sont assez équilibrées. Mais par exemple ici, on peut voir qu'entre les tweets contenant les claims RF, il y a une différence de presque 100 données avec les tweets qui contiennent juste des contextes. Et on s'est rendu compte également que les labels, on peut les considérer comme hiérarchiques. Et donc cette partie-là a représenté presque 80% du travail. Donc pour la première tâche, il s'agit de classifier des tweets en 2 catégories, scientifiques et non scientifiques. Même si c'est une tâche qui est binaire, elle est stratégiquement importante. Lors de l'exploration, on a constaté un déséquilibre important des classes avec 375 scientifiques et 765 non scientifiques, ce qui biaisait les performances initiales. Et donc nous, nos premiers résultats, notamment avec des modèles comme SVM, MLP, régression logistique, donnaient une accuracy correcte de environ 80%, mais un F1 score qui est très déséquilibré. Et la classe scientifique était donc moins bien prédite, ce qui est problématique. Donc, on a donc appliqué plusieurs pré-traitements. Donc, on a fait du nettoyage de texte, donc tout ce qui est lowercase, suppression de ponctuation, stop words, emoji, les mentions qu'il y a dans les tweets. On a fait la vectorisation TF-IDF et surtout on a fait un rééquilibrage avec ChatGPT pour générer artificiellement des tweets scientifiques et compenser le déséquilibre, comme peut montrer ce diagramme ici. Donc, grâce à cela, on a pu améliorer le F1 score de la classe scientifique. Donc, comme on a pu le voir, on est passé de 80% à 90% avec MLP. Donc, on a pu gagner 8 points et obtenir une meilleure matrice de confusion, plus équilibrée. Et donc, comme vous pouvez le voir, le meilleur modèle qui a donné les meilleurs résultats, ça va être MLP de cette tâche. Maintenant, nous allons passer à la deuxième tâche de classification. Déjà, il faut comprendre que parmi les 375 tweets scientifiques, il y a un fort déséquilibre entre les plusieurs labels. Notre deuxième tâche, c'est quoi? C'est séparer les tweets de type claim ref contre les contextes. Mais il fallait d'abord interpréter ce problème. Nous, on l'a interprété comme on voulait séparer les tweets contenant claim ref avec un contexte possible contre les tweets contenant que des contextes uniquement. Par exemple, vous ne pouvez pas les classer claim rf seulement parce que justement on n'a pas de données. Donc on ne pouvait pas faire du upsampling ni de la génération de code. Donc même si ce choix il peut paraître un peu déséquilibré, comme vous pouvez voir, 8,8% des données correspondent à des contextes uniquement. Nous sommes conscients de ce déséquilibre et c'est pour ça qu'on a passé à un rééquilibrage de données que je vais vous montrer juste maintenant. Pour répondre à cette problématique de rééquilibrage, nous avons donc généré presque 300 données de tweets de type contexte, ce qui nous mène à 659 tweets scientifiques maintenant. On a 342 contre 317, donc une répartition de presque 50-50%. On a ensuite, pour préparer nos données, on a fait de la même façon que la tâche 1, c'est-à-dire on a vectorisé nos données. Pour les pré-traitements, on a procédé de la même façon, c'est-à-dire nettoyage et aussi une lemmatisation des termes. Dans ce cas-là, on a décidé de ne pas supprimer les stop words parce qu'il y avait un impact négatif dans les métriques des modèles. Donc, avant les pré-traitements, on peut voir que des modèles tels que KNN, ils avaient une accuracy assez faible,
58% et un F1 score très faible de 39%. Et après les pré-traitements, on peut voir qu'il s'est beaucoup amélioré avec des métriques de 72% et F1 score de 77%. Et donc nos meilleurs modèles ils se sont aussi améliorés. Et voici nos deux meilleurs modèles qui se sont très bien débrouillés dans notre tâche, obtenant ainsi une accuracy de 92, un F1 score de 93, avec des faibles écart-types en même temps, pareil pour SBC. Donc ici vous avez un graphe qui peut bien vous montrer nos différentes métriques. Cependant, nous avons décidé que pour raffiner les hyperparamètres de nos données, on a choisi SVM et aussi multinomial naive Bayes parce qu'ils se sont très bien débrouillés. Et justement pour raffiner ces métriques-là, on a utilisé Optuna, ce qui nous a permis d'augmenter nos scores de 0,01%, ce qui est vraiment pas mal. Et donc, nous mène à des métriques telles que pour SVM par exemple 93-94%, et pareil pour multinomial naive Bayes. Passons maintenant à la troisième tâche. Donc pour cette tâche, nous allons nous intéresser aux tweets qui sont seulement scientifiques, qu'on a classés donc à la première tâche. Et on va essayer cette fois-ci de les classer à travers trois catégories, donc claim, ref ou contexte. Donc on a établi une règle comme quoi si une ligne est annotée 1 pour claim, ref et contexte, elle est alors classée dans cette même classe. Donc par exemple, si claim égale 1, ref égale 1 et contexte égale 0, la ligne sera classée comme claim et ref, donc les deux classes. Donc cette classification est une classification multiclasse qui est plus complexe pour les modèles et on le verra par la suite qui est aussi plus sensible au pré-traitement. Donc c'est pour cela qu'on a utilisé plusieurs méthodes que je vais vous présenter par la suite. En ce qui concerne l'équilibre des classes, on peut voir qu'elles sont à peu près également représentées avec une trentaine de lignes de différence entre claim et ref. Donc on n'a pas besoin de faire des traitements là-dessus. Et en plus, certaines méthodes qu'on va utiliser s'en occupent et on n'a pas besoin de le faire à leur place. Donc pour cette tâche-là, avec les tests sans pré-traitement, on était sur des accuracies, on peut dire vraiment médiocres, entre 0,22 d'accuracy et 0,30. Et avec pré-traitement, nous avons réussi à augmenter jusqu'à environ 0,43, plus ou moins 0,2. Donc ce n'étaient pas des résultats très satisfaisants et c'est pour ça qu'on a voulu approfondir avec d'autres étapes. Donc pour la deuxième approche, nous avons décidé de pousser les choses avec des nouvelles méthodes de vectorisation et d'évaluation. Donc en complément de TF-IDF, nous avons choisi d'utiliser des sentence transformers. Donc ceux-ci sont beaucoup plus adaptés à notre tâche qui contient des textes courts car ils gardent le lien sémantique entre les mots. Avec ça, nous avons utilisé donc un chain classifier de scikit-learn avec le modèle logistic regression. Donc ceux-ci sont beaucoup plus adaptés pareil au format des courts textes que nous avons. Grâce à cette deuxième approche, nous avons donc obtenu des résultats probants de 0,64, plus ou moins 0,2 d'accuracy. Donc ce qui montre une nette amélioration comparée à la première approche. Donc celle-ci n'était pas encore à notre goût, donc on a décidé de faire vraiment une troisième approche. Et pour celle-là, on a décidé de retourner à la simplicité avec SVM. On a décidé vraiment d'appliquer le moins de pré-traitement possible. Car avec les deux premières, on s'est aperçu que plus on mettait de pré-traitement et moins les accuracies étaient élevées. Donc le fait de ne pas mettre de pré-traitement va en fait conserver beaucoup de sens dans les tweets que nous avons. Car en effet, ils sont vachement courts et du coup, le plus d'informations on enlève avec les pré-traitements et le moins l'accuracy sera élevée. Donc avec cette simple approche d'SVM avec du CAFOL et de la cross validation et des pré-traitements simples, donc nous avons juste fait de la normalisation, nous avons transformé les textes en minuscules et c'est tout. Nous sommes arrivés à des résultats de 0,71 d'accuracy avec plus ou moins 0,2 et un F1 score de 0,57 avec pareil plus ou moins 0,2. En conclusion, nous sommes arrivés sur des résultats plutôt convenables à travers les différentes tâches avec des bonnes accuracies, des bons F1 scores. Et tout cela grâce du coup à une étude approfondie des données qui nous a permis de trouver les pré-traitements nécessaires ainsi que les modèles et les méthodes adaptées pour notre set de données. Malgré les limitations qui nous étaient imposées, donc en effet on n'avait pas assez de données pour vraiment entraîner des modèles comme il faut et pour obtenir des meilleurs résultats. De plus, nous avons eu des difficultés à distinguer certaines catégories qui sont proches comme ref, contexte, claim et ref, car en effet, comme on l'a vu, les refs ne viennent jamais sans claim, ni sans contexte, etc. Donc ça aussi était une difficulté qui nous a été posée. Les perspectives d'avenir, donc, pour améliorer notre travail, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple collecter plus de données. Car en effet, avec plus de données, on pourrait entraîner les modèles d'une meilleure façon et développer d'autres méthodes, trouver de nouveaux pré-traitements, etc. De plus, on pourrait trier ces différentes données collectées pour vraiment garder un paquet de données vraiment qualitatives, ce qui améliorerait aussi l'entraînement de nos modèles.